L'Égypte aux portes de la réalisation des rêves. Dans une grande revue financière américaine, on avait prévu il y a 7 ans de cela que l'Égypte va être parmi les 10 puissances mondiales sur le plan économique. Il faut dire qu'elle est candidate aux BRICS. Elle est candidate aux économies émergentes. On n'est pas très loin. Justement, sur cet esprit, ce grand rêve de l'Égypte qui est devenu réalité avec l'adhésion de l'Égypte au sein de 2 grandes zones de libre-échange. On va commencer donc par la zone qui regroupe la Russie avec l'Égypte au sein de la zone de libre-échange euro-asiatique et on va consacrer également un autre débat à la zone de libre-échange intercontinentale africaine qui est le rêve du président Fattah al-Sisi qui est réalisé pour une meilleure coopération sud-sud. J'ai le plaisir pour parler de cette union euro-asiatique et la valeur de cette adhésion et ses bénéfices, ses avantages, ses répercussions sur l'économie égyptienne et aussi sur l'économie donc de ces pays qui sont la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, également l'Arménie et bien entendu donc d'autres pays qui figurent. J'ai le plaisir de recevoir Dr Abdelrafah Moussa qui est professeur justement de droit et avocat à la Cour. Bonsoir. Merci de nous avoir d'être parmi nous ce soir. C'est tout le plaisir, c'est pour moi. Alors, le président égyptien vient de recevoir le ministre de l'Industrie, justement, Denis Maturov, au courant de cette semaine. Le ministre de l'Industrie russe donc, était venu et a fait des déclarations en 2020 ou en 2020. L'Égypte va appartenir officiellement à la zone euro-asiatique. Il faut dire que cette réunion aussi qui a été entre lui et le président Fattah al-Sisi a parlé des moyens de promouvoir davantage la coopération russo-égyptienne. Les investissements de Russie en Égypte sont énormes et le comité mixte russo-égyptien pour la coopération économique scientifique, donc avec une forte participation et dans le cadre également d'une nouvelle participation cette semaine, c'était la semaine de l'industrie russe au Caire qui a débuté et qui va débuter encore en 2020. Que veut dire pour l'économie égyptienne, docteur Abdelrafah, l'adhésion de l'Égypte à la zone de libre-échange et d'appartenir à ce bloc économique euro-asiatique? Oui, l'adhésion de l'Égypte dans cette zone, ça porte beaucoup pour l'Égypte, parce que l'Égypte maintenant devient un État sur lequel on compte beaucoup pour être, c'est-à-dire en contact avec le pays asiatique de la Russie, le Kazakhstan et tous ces pays-là. Ce pays-là joue du rôle très important dans l'économie mondiale. Et la visite du président russien, du président russe au Proche-Orient, ça va porter beaucoup de choses pour, c'est-à-dire cette étape d'adhésion dans ce domaine d'économie. C'est-à-dire le libre-échange pour l'Égypte. Maintenant, l'Égypte devient un pays très important pour les pays asiatiques. Sa porte d'entrée, c'est la Russie, et avec la Russie, nous avions engagé un dialogue stratégique hautement raffiné, qui était la formule 2+2, qui s'est améliorée. Oui, alors, les relations égypto-russes, comment donc vous voyez donc la dimension c'est-à-dire, ça va être pas seulement des relations d'échange, non. Ça sera une sorte d'économie potentielle. Économie, ce n'est pas une économie de consommation, c'est une économie de fabrication. C'est-à-dire on va recevoir des usines
des usines avec la connaissance, c'est-à-dire de ce pays-là, qui va donner un coup de pouce pour l'Égypte et pour devenir un État fabricant et producteur de matériel essentiel dans l'économie mondiale. Je dois dire que l'Union euro-asiatique veut dire une intégration économique et la création d'un potentiel qui serait un grand bloc économique. Un grand bloc économique, oui. Et si l'Égypte fait partie de ce bloc-là, donc c'est-à-dire l'Égypte devient un pays sur lequel on compte mondialement. Voilà. Ceci implique un modèle de coopération économique et politique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la force justement d'appartenir à un bloc tel que la zone la zone de libre-échange euro-asiatique? Parce que si on parle politique, nécessairement on parle économique. L'économie, c'est très important pour la politique. Si l'Égypte devient un pays économiquement fort, membre de cette zone asiatique, donc sur le plan politique, l'Égypte aura une place très importante, pas seulement parmi ce pays-là, mais aussi au-delà de ça en Europe et en Amérique. Donc une intégration politique et économique qui implique aussi d'avoir de nouveaux marchés pour l'Égypte. Quels seraient donc les substrats marketing, les substrats au niveau de l'industrie, substrats au niveau de toutes les industries, à commencer par l'agriculture et jusqu'aux industries lourdes. Quel serait le potentiel de l'Égypte justement et ses chances? C'est ça que vise l'Égypte. C'est pas seulement l'agriculture, c'est l'industrie. Je parle de l'agriculture via... c'est tout un... exactement. Toute une maquette. Et puis pour l'Égypte, c'est-à-dire une ouverture vers le pays asiatique, ça va donner une force pour l'Égypte d'ouvrir vers le pays d'Afrique. Pour que nos auditeurs puissent comprendre, cette entité euro-asiatique a été construite après la chute de l'URSS, donc en 1991. Elle regroupe actuellement l'Arménie, bien sûr la Russie, la Biélorussie, le Kirghizistan et d'autres pays. En quoi ces pays, qu'est-ce qu'ils peuvent donner à l'économie égyptienne et au niveau de marché, comment on peut, avoir accès à ces marchés et à travers eux, avoir accès au marché européen et aussi au marché asiatique. Exactement. Le pays asiatique, enfin la Russie et les autres pays voisins, vous avez utilisé le terme chute. À mon avis, c'est un passage dans l'histoire de l'Est. Mais ce n'est pas chute comme on l'imagine. C'est le droit international qui parle de chute de l'URSS avec la perestroïka et avec Gorbatchev. Si vous voulez, donc c'est une autre façon de voir les choses. Quand elle est arrivée, c'est-à-dire le président Poutine, avant, il a réparé pas mal de choses. Il a ressuscité la Russie. Exactement. Et l'Égypte, quand elle se trouve parmi ces pays-là, sera un pays industrialisé. Pas seulement sur le plan économique mondial, mais à l'intérieur de l'Égypte. Et l'Égypte sera apte de produire des machines pour exporter vers le pays de l'Afrique et le pays de l'Europe. Cette zone de libre-échange euro-asiatique est appelée également à s'agrandir. Si on entend bien sûr les propos du président russe Vladimir Poutine, qui parle d'un élargissement qui va encore contenir d'autres États tels que l'Inde, Singapour et d'autres. Le futur de ce bloc euro-asiatique et comment l'Égypte peut-elle tirer profit de pouvoir créer de nouveaux marchés pour elle et d'avoir des exemptions, des privilèges et quel genre de monnaie ça va être? Je veux dire, comment financièrement parlant, du moins que vous êtes professeur de droit financier. À mon avis, pour la question de monnaie, oui, c'est vrai que le dollar prend la place mondiale maintenant. Mais avec les coopérations entre l'Égypte et les pays asiatiques,
Et en Afrique, à mon avis, dans l'avenir, il y aura une monnaie qui peut-être chinoise ou bien d'autres, mais en tout cas, il y aura un changement dans ce domaine. Si vous me posez la question, quelle monnaie, moi, on ne peut pas répondre maintenant. Mais l'avenir va... En tous les cas, il y a des projets ambitieux. Par exemple, pour la Chine, dans le bloc qu'elle a créé, elle envisage elle a de nouveaux atouts économiques et aussi elle penche vers une orientation monétaire pour mais le futur. Mais peut-être il y aura d'autres. Il y aura d'autres, parce que la Russie ne va pas laisser les bras croisés. Donc on va reprendre le cours de cette nouvelle édition de Direct, notre aspiration vers l'avenir de l'Égypte qui est déjà une économie émergente et qui s'ouvre au bloc, que ce soit du côté euro-asiatique ou que ce soit du côté africain. Nous restons dans ces relations égypto-russes qui sont en prolifération, qui atteignent des niveaux extraordinaires. La Russie a adhéré, à créer une zone industrielle totalement au canal de Suez. Et je dois dire que ces dernières années vont connaître un élan totalement particulier, brillant pour le destin égyptien. Tout de suite, on sera sur l'antenne pour voir le côté russe, comment va-t-il investir dans cette zone et quels sont les avantages présentés aussi à cette zone pour être un modèle d'investissement mondial. L'entrée en vigueur de la ZLEC est l'événement le plus important dans la vie de notre continent depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 et sa transformation en Union africaine, affirmé en ouverture du sommet de l'Union africaine le président nigérian Mahamadou Issoufou, un des plus ardents promoteurs de la zone. Plusieurs chefs d'État se sont succédés sur l'estrade du sommet pour lancer les 5 instruments opérationnels, système de paiement numérique, portail de suivi et règles d'origine, avant que le président Issoufou ne dévoile une plaque lançant la ZLEC. Quelques 4500 délégués et invités, dont 32 chefs d'État et plus de 100 ministres, étaient présents pour l'événement dans la capitale nigérienne. Un vieux rêve se réalise. Les pères fondateurs doivent en être fiers, a lancé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. 54 des 55 pays africains vont constituer ce nouveau marché, dont le siège sera à Accra. Seule l'Érythrée n'a pas signé l'accord. Le marché devrait être actif à partir du 1er juillet 2020. Il faut donner un calendrier pour que tout le monde puisse jouer son rôle dans la préparation du marché unique, a expliqué le commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine, Albert Muchanga. L'Union africaine estime que la ZLEC permettra d'augmenter de près de 60% d'ici à 2022 le commerce intra-africain et de donner un coup de fouet à l'ensemble de ces économies. Ces détracteurs évoquent le manque de complémentarité des économies et craignent que des importations bon marché ne portent préjudice aux petits producteurs agricoles et industriels. Alors, on revient toujours dans le plateau de Direct pour parler des grandes réalisations, cette fois-ci, de l'Égypte à la tête de l'Union africaine avec le président Fattah al-Sisi qui a tenu sa promesse en créant cette zone qui s'appelle le ZLEC. Le ZLEC qui est la zone de libre-échange intercontinentale africaine. Je dois dire que c'était donc une des priorités qui assure la libre-échange intercontinentale africaine. Là, je vous pose la question encore une fois. Merci d'être parmi nous, Dr Abdelrafa Moussa. Cette nouvelle perspective de l'Égypte, celle de concrétiser premièrement le rêve africain. Pour le pays, le pays africain, à part des voisins, mais en tout cas, c'est deux marchés très importants pour l'Égypte. Voilà, donc on commence par le côté coopération sud-sud, qui a buté depuis des décennies. Il n'y a jamais eu d'accord entre les Africains pour pouvoir créer un marché comme la CE à l'image de l'Union européenne. Cette fois-ci, le ZLEC, c'est à l'image de l'Union européenne en matière de coordination. Quels sont
je veux dire, les résultats, les fruits de cette zone de libre-échange à laquelle l'Égypte... Il y aura une sorte de coopération entre l'Égypte et les pays africains pour avoir, c'est-à-dire une base industrielle très importante. Et l'Égypte, à mon avis, est déjà préparée pour être la base essentielle en Afrique, avec l'Afrique du Sud, bien sûr. Mais l'Égypte ne cherche pas, c'est-à-dire d'avoir à produire des choses de consommation. Non, il faut c'est-à-dire trouver les moyens pour industrialiser ou bien produire des choses industrielles pour l'Égypte même et pour l'exporter pour les pays africains. Alors, pour être plus terre à terre et pour présenter aux auditeurs quand même un petit plan de ce qui va se passer, il faut dire que cette zone de libre-échange est caractérisée par la circulation, la libre circulation des investissements et des travailleurs et d'une union douanière qui implique une politique commerciale commune. Dans quelle mesure cette politique commerciale commune peut-elle être possible et quelles seraient les modalités, les outils? Oui, c'est-à-dire, bon, d'abord, pour les douanes, à mon avis, pour les douanes égyptiennes, il faut modifier les législations actuelles pour ouvrir les portes, pour exporter et importer. Ça, c'est le premier pas. Premier pas pour aller directement vers la coopération directe avec le pays africain. Deuxièmement, c'est-à-dire, il faut prendre de contact avec le pays africain voisin et les voisins lointains de l'Afrique. Et on doit chercher qu'est-ce qu'ils cherchent eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont besoin de cette fabrication égyptienne ou bien de cette industrie égyptienne. Et à partir de ce point-là, on peut être, c'est-à-dire un pays très important pour le pays de l'Afrique. Alors, suivant les déclarations du ministre des Finances égyptienne, Mohamed Maït, à plus d'une reprise, il a dit que cet accord va renforcer l'économie égyptienne. Et il a dit que c'était donc un pas pour l'intégration économique. Quelles sont les possibilités qui sont offertes aux autres pays africains? C'est-à-dire le pays... Pour l'échange des marchés, parce qu'on parle de marché intra-africain à l'intérieur de l'Afrique. Oui, d'accord, très bien. Pour les pays africains, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin pas mal de fabrication qui importe de l'Europe. Et l'Égypte va remplacer dans ce cas-là, c'est-à-dire le pays de l'Europe pour exporter, c'est-à-dire les choses fabriquées en Égypte, soit dans le domaine de textile, soit dans le domaine de voitures, soit dans le domaine de médicaments, surtout des médicaments. C'est très important pour l'Égypte de partir, de viser ces trois direction au dossier. Oui, pour prendre de contact direct avec ce pays-là. Il ne faut pas rester ici pour qu'ils viennent. Non, nous allons chez eux pour voir qu'est-ce qu'ils cherchent. Docteur Abdelrafa Moussa, du moment que vous êtes professeur de droit, de droit, et c'est votre spécialité. Droit commercial, Mais c'est une partie importante aujourd'hui, c'est le commerce qui l'emporte. Oui. Devant ce qui se passe en Afrique, bien entendu, il y a des pays qui sont différents, qui adoptent des politiques différentes. Est-ce que la coopération sud-sud peut-elle être possible à l'image de l'Union européenne? Parce que qui parle d'économie parle aussi de politique. Est-ce qu'on peut être d'accord sur une politique générale, une politique économique et une politique générale? Pour l'expérience européenne, ça sera un modèle sur lequel on peut avancer avec le pays africain. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire copier exactement le même système de l'Europe. Non, je ne parle pas de copier, je parle de prendre un modèle. Est-ce qu'on peut réussir, si vous voulez, je change de question, est-ce qu'on peut réussir le modèle justement de l'Union européenne dans cette coopération? On peut réussir, mais il faut commencer. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder. C'est-à-dire, il y a des accords avec
les pays comme le Soudan ou bien comme le Nigeria ou bien pour les autres pays, c'est-à-dire signer des accords entre l'Égypte et ce pays-là, ça c'est une base pour commencer, c'est-à-dire cette relation, ou bien imiter les modèles occidentaux. Donc, si on parle numériquement parlant, combien de pays effectivement vont, je veux dire, être sous la houlette, sous le patronage de cette zone de libre-échange intercontinentale africaine? Combien de pays africains? Mis à part les 22, les 55, est-ce qu'on peut passer aux 55? On peut aller jusqu'à 25, 30 pays. Ça, c'est un nombre très important. Et ça sera c'est-à-dire, il y aura une influence très importante sur les autres pays. Donc, il y aura d'autres pays qui vont nous rejoindre. Mais il ne faut pas rester ici pour avancer. Non, il faut aller chez eux. Il faut aller chez eux pour voir. Et c'est ce que fait l'Égypte en général. Oui, exactement. Elle va pour dans voir les 4 coins du quelle monde. nécessité qu'ils cherchent, surtout dans le domaine de fabrication et dans le domaine du médicament, par exemple. L'Égypte, il a une place très importante maintenant actuellement. Merci pour votre présence, docteur Abdelraf Amoussa. Je vous remercie d'avoir honoré cette C'est moi qui vous remercie beaucoup pour m'inviter dans ce sujet très important, pas seulement pour moi en tant qu'Égyptien, mais pour l'Égypte tout entière. Bien entendu, on reste sur cette note de, comment dirais-je, de bon augure pour un futur économiquement et politiquement merveilleux pour ces pays africains, frères unis, frères de passion, frères depuis l'histoire, le fin fond de l'histoire ou depuis le début de l'histoire humaine. Merci, vous êtes professeur de droit et commercial et avocat à la Cour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Voilà donc, ceci va clore direct pour ce soir avec nos espérances que l'Égypte puisse connaître le meilleur essor économique et va bénéficier de la place qui lui revient de droit sur le plan économique et politique. On n'oubliera jamais que l'Égypte est un pays émergent. Il fait partie donc des pays émergents et ce n'est pas le seul bloc économique auquel on va adhérer. Bientôt, ça va être le BRICS et bientôt, ça va être encore de grandes concentrations qui vont faire de l'économie égyptienne la dynamique de l'économie mondiale. Merci à vous. Merci. Et merci à vous également de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de Direct. Demain, un autre collègue, une autre collègue et un nouveau Direct. Passez une très bonne soirée sur Nile TV International.